Il y a quelque chose d'absolument hilarant dans la quête de la simplicité spirituelle qui, invariablement, devient plus compliquée qu'une déclaration d'impôt. Peu importe l'époque, peu importe la tradition, peu importe à quel point les enseignements sont limpides, il y a toujours quelqu'un de convaincu d'avoir découvert la formule parfaite pour appliquer la sagesse millénaire un lundi matin à 7h15, quand le réveil sonne et que la vraie vie frappe à la porte en 1911, demandant du café et des réponses immédiates. Et c'est alors que se produit cette rencontre fascinante entre l'idéal spirituel et la réalité humaine qui est éducative, dans le sens où l'on apprend beaucoup sur les attentes par rapport à la mise en œuvre, surtout sur les attentes. Aujourd'hui, nous allons explorer ce phénomène à travers des personnes qui ont fait face à cette situation universelle, découvrir que la simplicité spirituelle et la complexité humaine se rencontrent exactement au moment le plus inopportun possible, comme quand vous essayez d'être une meilleure personne et que la vie décide de tester votre patience avec des intérêts composés. Ce que ces découvertes révèlent est une vérité que toute personne intéressée par la croissance personnelle reconnaît immédiatement. La distance entre la théorie spirituelle et la mise en œuvre humaine est là où se déroule toute la comédie de la condition humaine. Entre ce que nous aimerions être et ce que nous sommes à 15h un mardi après-midi quand quelqu'un nous vole notre place de parking. Bouddha n'a jamais promis que ce serait simple. En fait, comme l'a très sagement observé le maître Dzongtsar Rinpoché, bien qu'essentiellement simple, le bouddhisme ne se prête pas à une explication facile. Il est complexe, vaste et profond, presque au-delà de l'imagination. Ou, pour traduire dans notre réalité, même simple au fond, le dharma ne tient pas dans les manuels de développement personnel. C'est complexe, immense et profond, presque au-delà de ce que nous pouvons imaginer lorsque nous essayons d'appliquer une sagesse millénaire avant le premier café. Si vous êtes ici parce que vous avez du mal à dormir, préparez-vous à environ 2 heures de contradictions universelles qui vous feront rire de votre propre quête de perfection spirituelle. Si vous êtes ici parce que vous aimez la sagesse ancienne, préparez-vous à découvrir que nos ancêtres ont fait face exactement au même dilemme absurde que nous rencontrons aujourd'hui, mais sans application de méditation. Et si vous êtes ici parce que vous avez besoin de solutions rapides, eh bien, ce sera peut-être une nuit très éclairante sur les attentes par rapport à la réalité. Commençons par explorer comment des personnes absolument normales ont découvert que la quête spirituelle a toujours été délicieusement compliquée. Jean-Pierre Martin avait ce que l'on pourrait appeler un petit problème professionnel. Il était, sans discussion, le meilleur forgeron de Clermont-Ferrand au XIIIe siècle. Ses épées tranchaient les armures comme un couteau chaud dans du beurre. Ses lances perçaient les boucliers avec l'élégance de quelqu'un qui coupe du beurre un dimanche matin. Et ses dagues, ces dagues étaient si aiguisées que d'autres forgerons venaient de villes lointaines juste pour pleurer de jalousie. Le problème n'était pas la qualité du travail. Le problème était que Jean-Pierre avait récemment découvert le premier précepte bouddhiste, Ahimsa, la non-violence. La petite question philosophique selon laquelle peut-être, juste peut-être, consacrer toute une vie à créer des instruments de mort n'était pas exactement compatible avec le chemin de l'illumination spirituelle. Mais bon, tout le monde a ses contradictions professionnelles, n'est-ce pas? La forge de Jean-Pierre était stratégiquement située près de la Loire, où le son rythmique du marteau contre le métal se mêlait harmonieusement aux chants matinaux des temples voisins. C'était une symphonie urbaine médiévale, clang, 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 de la création d'armes létales ponctuées par Om Mani Padme Hum, de la quête de la paix universelle. En gros, la bande sonore parfaite pour une crise existentielle spirituelle. Jean-Pierre avait hérité de la profession de son père, qu'il avait hérité de son grand-père, qu'il avait hérité de son arrière-grand-père dans une tradition familiale qui remontait à des temps immémoriaux. La lignée était si ancienne que les gens plaisantaient en disant que le premier Martin avait forgé les armes des dieux eux-mêmes, ce qui était une blague adorable jusqu'à ce que vous réalisiez
que vous suiviez littéralement les traces ancestrales de la création d'instruments de violence divine. La clientèle était impressionnante. Des ducs commandaient des épées cérémonielles, des généraux demandaient des lances pour leurs troupes, des marchands riches voulaient des dagues élégantes pour leur protection personnelle. Et Jean-Pierre faisait tout avec une dextérité qui frisait l'artistique. Chaque lame était une œuvre d'art. Chaque pointe était mathématiquement parfaite. Chaque fil était si aiguisé qu'il coupait non seulement la chair et l'os, mais aussi apparemment la conscience de celui qui les créait. L'atelier était un petit univers de contradictions. Au mur, fièrement accrochées, se trouvaient ses créations les plus célèbres, l'épée qui avait décidé 3 batailles importantes, la lance qui perça les défenses du fort de Chinon, la dague qui avait résolu plusieurs malentendus diplomatiques de manière définitive. Et juste à côté de ces chefs-d'œuvre de l'ingénierie destructive, sur une petite étagère improvisée, reposaient ses acquisitions récentes, 3 textes bouddhistes sur la compassion universelle. L'ironie n'était pas exactement subtile. Ses assistants, 2 jeunes hommes qui avaient grandi en voyant Jean-Pierre transformer le métal brut en instrument de mort avec l'élégance d'un artiste, commencèrent à remarquer certains changements de comportement chez leur maître. Par exemple, il avait commencé à murmurer que tous les êtres soient heureux, tout en trempant des lames rougies, ou la pose contemplative qu'il faisait avant d'aiguiser chaque épée, comme s'il demandait mentalement pardon pour sa contribution au cycle de la violence universelle. « Maître » demanda Antoine, l'assistant le plus âgé, observant Jean-Pierre polir une épée particulièrement mortelle, tout en fredonnant doucement un mantra bouddhiste. « Vous allez bien ?» Jean-Pierre cessa de polir. Il regarda la lame qui reflétait la lumière de la forge comme un miroir d'argent mortifère. Puis il regarda le texte sur Ahimsa, qui était ouvert sur une table voisine. Puis il regarda à nouveau l'épée. « Antoine, dit-il lentement, vous êtes-vous déjà interrogé sur les contradictions professionnelles ?»« Contradictions professionnelles, maître ?» Eh bien, Jean-Pierre fit un geste vague vers l'épée, puis vers le texte bouddhiste, puis à nouveau vers l'épée. Imaginez que vous ayez découvert que consacrer toute une vie à créer des choses qui coupent les gens en morceaux n'est peut-être pas idéal spirituellement. Antoine pesa cette information avec le sérieux de quelqu'un qui n'avait jamais envisagé de questions philosophiques plus profondes que « Où est le marteau ?» ou « Le feu est-il assez chaud ?» Mais maître, dit-il finalement, vos épées sont des œuvres d'art. Ce sont les meilleures de tout Clermont-Ferrand, peut-être de toute la région centre. Oui, concéda Jean-Pierre tristement, mais elles coupent aussi les gens. Eh bien, oui, c'est un peu l'idée, et c'est exactement à ce moment-là que Jean-Pierre Martin réalisa que son petit problème professionnel était en fait considérablement plus grand qu'il ne l'avait imaginé initialement. La découverte eut lieu un mardi matin, ce qui est traditionnellement le moment où la vie aime compliquer les choses de manière irréversible. Jean-Pierre se dirigeait vers le marché pour acheter du fer lorsqu'il passa devant le petit temple bouddhiste qui avait été récemment construit près de la rivière. Normalement, il passait tout droit, non par manque d'intérêt spirituel, mais parce qu'il était toujours pressé de retourner à la forge et de poursuivre sa carrière prospère dans l'industrie de la violence artisanale. Mais ce matin-là, le moine était dehors et parlait à un petit groupe des 5 préceptes fondamentaux du bouddhisme. Et le premier précepte, expliquait-il avec la patience sereine de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se soucier des contradictions professionnelles, était Ahimsa, ne causer de tort à aucun être vivant. Ahimsa, répéta le moine, signifie non seulement éviter de tuer, mais éviter de participer à toute chaîne de violence, ne pas créer, ne pas faciliter, ne pas contribuer à la souffrance des autres. Jean-Pierre s'arrêta de marcher. Non pas parce que l'idée était révolutionnaire, toute personne décente conviendrait que ne pas blesser les autres était une bonne chose. Il s'arrêta parce que, pour la première fois de sa vie, il fit la simple connexion mathématique entre
ne pas contribuer à la souffrance des autres, et je passe mes journées à créer des objets spécifiquement conçus pour contribuer à la souffrance des autres. C'était le genre de moment de clarté que l'on préférerait vraiment ne pas avoir un mardi matin en allant au marché. « Excusez-moi », dit-il au moine après que le petit groupe se fut dispersé, une question rapide sur cette histoire de ne pas contribuer à la violence. Le moine, qui avait cette expression sereine de quelqu'un qui médite régulièrement et n'a pas à se soucier de questions pratiques comme des clients attendant des épées pour jeudi, sourit encourageant. « Bien sûr, mon fils. Quelle est votre question ?» « Eh bien, Jean-Pierre s'éclaircit la gorge. Hypothétiquement parlant, si quelqu'un était, disons, un forgeron spécialisé dans les armes... »« Ah !» dit le moine, et son expression sereine prit une nuance légèrement éducative. « Vous fabriquez des épées. Les meilleures de... » « Clermont-Ferrand, » confirma Jean-Pierre automatiquement, avant de réaliser que ce n'était peut-être pas le moment de faire de la publicité professionnelle. « Intéressant, » murmura le moine. « Et comment vous sentez-vous à ce sujet ? Comment je me sens à propos de fabriquer les meilleures épées de Clermont-Ferrand ? Comment vous sentez-vous à propos de passer vos journées à créer des instruments qui existent exclusivement pour couper d'autres êtres humains en morceaux ?» Jean-Pierre resta silencieux un instant, traitant la reformulation légèrement plus directe de sa profession. « Eh bien, dit-il lentement, quand vous le mettez comme ça, c'est exactement comme ça que nous devons le mettre, dit le moine gentiment. Bouddha a enseigné que nous devons voir les choses telles qu'elles sont, non pas comme nous préférerions qu'elles soient. Vos épées sont-elles belles? Extraordinairement belles. Sont-elles techniquement parfaites? Impeccables. Et quel est leur but ultime? Couper les gens. Donc vous passez vos journées à créer une beauté technique pour faciliter la violence. C'était impressionnant de voir comment quelqu'un pouvait reformuler toute sa carrière en des termes si éclairants. Jean-Pierre s'était considéré comme un artiste, un artisan, l'héritier d'une noble tradition ancestrale. Apparemment, il était aussi un facilitateur professionnel de violence avec des tendances artistiques. « Y a-t-il, demanda-t-il avec espoir, un moyen de concilier ces choses ?» Le moine considéra la question avec le sérieux de quelqu'un qui comprenait vraiment que les transitions de carrière à 45 ans n'étaient pas exactement simples, surtout quand la seule compétence professionnelle était techniquement incompatible avec le développement spirituel. Bouddha parle du mode de vie correct. Mode de vie correct, dit-il. La question n'est pas de juger ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais de comprendre ce que vous voulez faire à l'avenir. Et si ce que je sais faire de mieux au monde est exactement la chose que je ne devrais pas faire, alors, dit le moine avec un sourire qui suggérait une familiarité avec les dilemmes existentiels professionnels, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Jean-Pierre retourna chez lui, portant du fer pour fabriquer des épées et une crise spirituelle qui s'aggravait exponentiellement à chaque pas. Arrivé à la forge, il regarda ses outils avec une perspective légèrement différente. Le marteau qu'il utilisait pour façonner les lames, l'enclume où il créait des courbes mortelles parfaites, le four où il chauffait le métal jusqu'à ce qu'il devienne rouge comme le sang. Tout semblait exactement pareil, mais tout semblait aussi complètement différent. « Antoine », appela son assistant, « aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'expérimental. Expérimental. »« Et comment, maître ? Nous allons essayer de faire une épée, » dit Jean-Pierre lentement, avec de bonnes intentions. Antoine le regarda avec l'expression de quelqu'un qui commençait à soupçonner que son maître avait peut-être besoin de vacances. « Maître, les épées ont toujours été faites avec de bonnes intentions. L'intention de couper des choses efficacement. » Et c'est là que Jean-Pierre réalisa qu'expliquer Ahimsa à quelqu'un dont la seule préoccupation spirituelle était l'efficacité de la coupe allait être éducatif. Jean-Pierre décida que la solution évidente à son dilemme spirituel était la rationalisation créative. Si Ahimsa signifiait ne pas contribuer à la violence, alors il ferait simplement des épées qui ne contribuaient techniquement pas à la violence. Des épées défensives, des épées pacifiques, des épées bouddhistes si nécessaire.
C'était un plan brillant qui n'avait qu'un petit problème. Les épées ne fonctionnent pas comme ça. Antoine, annonça-t-il le lendemain matin avec l'enthousiasme de celui qui a découvert une solution géniale à des problèmes philosophiques complexes. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, l'ère des armes non violentes. Antoine, qui organisait les outils pour une journée normale de création d'instruments létaux, s'arrêta et regarda son maître avec l'expression prudente de quelqu'un qui soupçonne qu'il a affaire à un éventuel effondrement nerveux. « Armes non violentes, maître. » « Exactement. Désormais, nous ne faisons des épées que pour la défense, pour la protection, pour la préservation de la vie. Mais maître, dit Antoine avec la logique implacable de la jeunesse, les épées préservent la vie en coupant les autres avant qu'ils ne vous coupent. Le résultat final est toujours des gens coupés. Jean-Pierre fit une pause. C'était une observation fâcheusement précise. Oui, eh bien, dit-il, mais l'intention est différente. L'intention de... L'épée? Mon intention en fabriquant l'épée. Antoine y réfléchit. Donc, si vous faites une épée en pensant à la paix et à l'amour, elle devient comme par magie non violente? Pas magiquement, corrigea Jean-Pierre. Spirituellement. Et comment une épée spirituellement non violente fonctionne-t-elle exactement différemment d'une épée normale? C'était une question juste à laquelle Jean-Pierre n'avait pas de réponse particulièrement convaincante. Mais il décida d'essayer quand même. La première épée défensive fut commandée par un marchand local qui avait besoin de protection pour un voyage à travers des territoires connus pour leurs bandits. Parfait, pensa Jean-Pierre. La protection est clairement défensive. La protection est la préservation de la vie. La protection, eh bien, cela impliquait toujours la possibilité de couper des bandits, mais au moins la motivation initiale était de préserver la vie du marchand. Pendant qu'il forgeait, Jean-Pierre se concentra intensément sur des intentions pacifiques. Il visualisa l'épée protégeant le marchand. Il l'imaginait décourageant les conflits par sa simple présence intimidante. Il mentalisa des scénarios où son existence éviterait la violence au lieu de la causer. Le résultat fut techniquement l'une de ses meilleures œuvres, parfaitement équilibrée, impeccablement affûtée, absolument mortelle. « Maître, » observa Antoine, admirant la lame, « celle-ci ressemble exactement aux autres épées. »« Ah, » dit Jean-Pierre, « mais celle-ci a été faite avec des intentions pacifiques. Et cela change quoi exactement ? Cela change tout, spirituellement parlant. » Antoine testa le fil de la lame qui coupa un morceau de tissu comme si c'était de l'air. Elle coupe toujours les choses avec la même efficacité. Oui, mais maintenant, elle coupe avec compassion. Antoine regarda l'épée, puis Jean-Pierre, puis à nouveau l'épée. Maître, comment? Coupe-t-on exactement avec compassion? C'était une autre question fâcheusement pertinente à laquelle Jean-Pierre découvrait qu'il n'avait pas de réponse adéquate. Le marchand vint chercher l'épée le vendredi. Jean-Pierre la lui remit avec un petit discours sur l'utilisation responsable et les intentions défensives. Le marchand hocha la tête poliment et partit pour son voyage. 2 semaines plus tard, le marchand revint pour le remercier. L'épée avait parfaitement fonctionné. Il avait affronté des bandits exactement comme prévu, et l'épée avait rempli sa fonction. Elle a fonctionné magnifiquement, rapporta joyeusement le marchand. Elle a tranché 3 bandits comme s'ils étaient faits de paille. Jean-Pierre sentit son estomac se nouer. 3 bandits? 3, peut-être 4 selon la façon de compter. Le dernier a peut-être survécu, mais a perdu beaucoup de sang. Ah, vraiment, ce fut une œuvre d'art en action. La façon dont la lame a glissé à travers les côtes du premier, Jean-Pierre l'interrompit d'un geste. Il n'avait pas besoin des détails techniques de la façon dont son épée pacifique avait contribué à ce qui semblait avoir été un petit massacre. « Je suis content qu'elle ait servi de protection, » dit-il faiblement. « Protection absolue, et offense aussi, dois-je dire, très polyvalente. » Après le départ du marchand, Jean-Pierre regarda sa forge avec une nouvelle compréhension dépressive. Sa tentative de créer des armes non violentes avait abouti à exactement la même quantité de violence que ses armes normales. La seule différence était que maintenant,
il avait ajouté de l'hypocrisie spirituelle au processus. « Antoine, dit-il tristement, je crois que notre expérience avec les armes pacifiques n'a pas été exactement un succès. » « Eh bien, maître, dit Antoine pragmatiquement, au moins maintenant vous savez que les intentions spirituelles ne changent pas la physique des lames aiguisées. » C'était un petit réconfort, mais techniquement précis. Jean-Pierre commença à soupçonner que résoudre les contradictions professionnelles entre spiritualité et réalité pratique allait être légèrement plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé initialement. Après l'échec des épées pacifiques, Jean-Pierre décida d'essayer une approche différente, la rationalisation philosophique avancée. S'il ne pouvait pas rendre ces armes non violentes, peut-être pourrait-il prouver qu'elles étaient en fait nécessaires pour le bien de la société. C'était le genre de logique qui fonctionne parfaitement, jusqu'à ce que vous essayiez de l'expliquer à voix haute. « Voyez-vous, Antoine, dit-il le lundi suivant, organisant ses arguments comme un avocat préparant une défense. Peut-être que je pense à cela de la mauvaise façon, commença Maître. Peut-être que faire des épées ne contribue pas à la violence. Peut-être que c'est prévenir la violence. Antoine, qui commençait à s'habituer aux contorsions mentales du maître, attendit patiemment l'explication. Pensez-y ainsi, continua Jean-Pierre, s'échauffant pour son argument, si je ne faisais pas de bonnes épées, les gens devraient utiliser de mauvaises épées. Et les mauvaises épées causent plus de souffrance parce qu'elles ne coupent pas net. Alors vous dites que vous faites des épées efficaces par compassion? Exactement, une mort rapide et plus compatissante qu'une mort lente. Antoine y réfléchit. Mais maître, et si au lieu de mort rapide ou lente, il n'y avait pas de mort? Ah, dit Jean-Pierre, mais là nous entrons dans une fantaisie utopique. Les gens auront toujours besoin d'armes, c'est la nature humaine. Et qui décide cela? Eh bien, l'histoire, la tradition, la réalité pratique. Ou les forgerons, suggéra Antoine, avec une innocence qui ne trompait personne. Jean-Pierre cessa d'organiser ses outils. Que voulez-vous dire par « ou les forgerons » ? Eh bien, maître, si tous les forgerons décidaient d'arrêter de fabriquer des armes, peut-être que les gens devraient trouver d'autres moyens de résoudre les conflits. Mais c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu des forgerons qui fabriquent des armes. Et il y a toujours eu des gens qui en tuent d'autres. Cela ne le rend pas juste. C'était irritant de voir son assistant développer cette fâcheuse tendance à faire des observations logiques qui compliquaient ses rationalisations soigneusement construites. « Antoine, dit Jean-Pierre avec la patience de quelqu'un expliquant des concepts de base à un enfant, vous manquez le point principal. Lequel? C'est... Jean-Pierre chercha le point principal et découvrit qu'il ne pouvait pas le localiser exactement. Le point est que la situation est complexe. Plus complexe que fabriquer des choses qui tuent des gens, c'est mal, beaucoup plus complexe. Comment? Eh bien, il y a des questions économiques, la tradition familiale, des compétences spécialisées qui ne se transfèrent pas facilement à d'autres professions, des clients qui dépendent de moi, une réputation bâtie au fil des décennies. Donc, en gros, dit Antoine, c'est compliqué d'arrêter parce que ce serait gênant? Ce n'est pas gênant, protesta Jean-Pierre. C'est impraticable. Quelle est la différence? La différence est qu'impraticable sonne comme une raison légitime et gênant sonne comme une excuse bidon. Antoine sourit. Et laquelle des deux est-ce? Jean-Pierre regarda ses outils, puis les épées en cours, puis le texte bouddhiste sur Ahimsa qui était ouvert sur la table d'appoint. Probablement, admit-il à contre-cœur, la seconde. C'était déprimant de voir comment la connaissance de soi tendait à compliquer des rationalisations parfaitement fonctionnelles. Maître, dit Antoine gentiment, peut-être que le problème n'est pas de trouver des façons de justifier la fabrication d'épées. Peut-être est-ce de découvrir si vous voulez vraiment continuer à fabriquer des épées. Et c'était exactement la question à laquelle Jean-Pierre avait essayé d'éviter de répondre. Jean-Pierre décida que la solution la plus évidente à son dilemme existentiel était la diversification professionnelle. Si
Fabriquer des épées était spirituellement problématique. Il changerait simplement de marché. Outils agricoles, instruments de jardinage, ustensiles ménagers, des choses pacifiques qui aidaient les gens à cultiver la vie au lieu de la faucher. C'était un plan solide qui n'avait qu'un petit problème. Jean-Pierre ne savait absolument rien de l'agriculture. Antoine, annonça-t-il le jeudi matin, avec l'optimisme de quelqu'un qui a découvert une solution simple à des problèmes complexes. Aujourd'hui, nous commençons notre transition vers des outils pacifiques. Quel genre d'outils pacifiques, maître? Des outils de culture, pour planter des choses, pour faire grandir la vie au lieu de la terminer abruptement. Antoine regarda autour de la forge, qui était clairement organisée pour la production d'armes létales. Et vous savez comment fabriquer des outils agricoles? Combien cela peut-il être difficile? Le métal est le métal. La différence n'est que la forme finale. C'était une logique qui révélait une compréhension étonnamment superficielle tant de l'agriculture que de la conception d'outils. La première commande vint d'un agriculteur local qui avait besoin d'une nouvelle houe. Jean-Pierre s'attaqua au projet avec l'enthousiasme de quelqu'un qui aligne enfin sa carrière avec ses valeurs spirituelles. Il allait fabriquer la meilleure houe de Clermont-Ferrand. Une houe qui durerait des générations. Une houe qui ferait sourire Bouddha d'approbation. Le résultat fut techniquement impressionnant et pratiquement inutile. « Maître, observa Antoine examinant la création, cette houe semble très robuste. Robuste, c'est bien, dit Jean-Pierre fièrement. Durable, fiable. Elle semble aussi très lourde. Le poids est synonyme de qualité. Et très tranchante. Jean-Pierre avait inconsciemment appliqué ses techniques de forge d'épées à l'agriculture. La houe résultante était imparfaitement équilibrée, incroyablement tranchante et pesait environ 3 fois plus qu'une houe normale. C'est une houe de haute performance, expliqua-t-il, pour une agriculture sérieuse. L'agriculteur arriva le vendredi pour récupérer sa commande. Il regarda la houe avec l'expression de quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'il voit. « C'est certainement impressionnant, dit-il diplomatiquement. Merci, elle durera éternellement. Probablement, acquiesça l'agriculteur, essayant de soulever la houe et découvrant qu'il devait utiliser les 2 mains. C'est juste que, les houes sont généralement plus légères. La légèreté est pour les outils faibles et moins coupantes. Pourquoi voudriez-vous un outil qui ne coupe pas bien? L'agriculteur y réfléchit. Parce que les houes ne doivent pas couper, elles doivent creuser. Ah, dit Jean-Pierre. Intéressant. C'était une perspicacité qui révélait qu'il aurait peut-être dû faire des recherches sur l'agriculture avant de se lancer dans le commerce des outils agricoles. Peut-être, suggéra l'agriculteur gentiment, que vous pourriez faire une version plus traditionnelle, plus légère, moins tranchante, plus adaptée pour déplacer la terre au lieu de couper des choses. Jean-Pierre promit de prendre en compte l'évaluation et de faire des ajustements. L'agriculteur emporta sa super houe, ne sachant clairement pas trop quoi en faire. « Maître, dit Antoine après le départ du client, je crois que nous avons découvert un problème. » « Quel problème? Vous fabriquez des outils agricoles comme si c'était des armes. » « Je fabrique des outils agricoles avec des normes de qualité élevées. Vous avez fabriqué une houe qui pourrait facilement décapiter quelqu'un. C'est accessoire. Maître, avez-vous déjà vu quelqu'un utiliser une houe? » Jean-Pierre resta silencieux. La réponse honnête était non. Il avait passé toute sa vie dans une forge à fabriquer des armes. Son expérience de l'agriculture se limitait à observer les champs au loin en voyageant entre les villes. Peut-être, admit-il à contre-cœur, devrais-je observer certaines activités agricoles avant de continuer. Ce serait sage. Le samedi, Jean-Pierre passa la journée dans les champs à observer les agriculteurs travailler. Ce fut une expérience éducative. L'agriculture, découvrit-il, impliquait beaucoup moins de violence et beaucoup plus de patience qu'il ne l'avait imaginé. Les outils étaient simples, légers, fonctionnels.
Personne n'avait besoin d'une houe qui pouvait couper à travers une armure. « Antoine, dit-il le lundi suivant, je crois que j'ai compris où je me suis trompé. »« Où, maître ? J'essaie d'appliquer les compétences de guerre à la paix. C'est comme essayer d'utiliser une catapulte pour planter des graines. Techniquement possible, mais légèrement excessif. » Exactement. Jean-Pierre regarda ses outils avec une nouvelle perspective décourageante. Il était extraordinairement bon pour fabriquer des choses qui coupaient, perçaient et détruisaient. Mais fabriquer des choses qui cultivaient, construisaient et nourrissaient, cela nécessitait un ensemble de compétences complètement différents. « Maître, dit Antoine avec précaution, peut-être que le problème n'est pas ce que vous faites, mais comment vous pensez à ce que vous faites. » C'était une observation qui allait maintenir Jean-Pierre éveillé pendant plusieurs nuits consécutives. La véritable crise survint un mercredi après-midi, alors que Jean-Pierre tentait de fabriquer une faux et réalisa que sans y penser, il avait créé ce qui était essentiellement une petite arme médiévale à vocation agricole. Il s'arrêta au milieu du processus, regarda la lame courbée qui prenait forme et eut ce moment de clarté dévastateur que tout le monde expérimente au moins une fois dans sa vie. La réalisation que l'on peut être fondamentalement inadapté à la chose que l'on a toujours cru être sa vocation. « Antoine, dit-il lentement, posant le marteau, je dois te poser une question sérieuse. »« Oui, maître. À votre avis, honnête, y a-t-il quelque chose que je sache faire à part créer des objets qui coupent les gens ?» Antoine considéra la question avec le sérieux qu'elle méritait. Après tout, ils avaient passé les dernières semaines à observer Jean-Pierre tenter d'appliquer 2 décennies d'expertise en métallurgie létale à des projets pacifiques, avec des résultats variant entre inadéquats et potentiellement dangereux pour l'agriculture. « Eh bien, maître, dit-il diplomatiquement, vous êtes extraordinaire dans le travail du métal. Oui, mais du métal qui tue des choses. Vous êtes aussi très bon en design. Design de choses qui perçant les gens. Et vous avez un œil exceptionnel pour les proportions. Proportions létales. Maître, dit Antoine gentiment, peut-être que la question n'est pas ce que vous savez faire, mais pourquoi vous avez appris à le faire. Jean-Pierre regarda ses mains qu'il avait entraînées pendant 20 ans à créer de la beauté par la destruction. Chaque cale avait une histoire. Chaque cicatrice représentait une leçon apprise dans le processus de perfectionnement de l'art de forger une mort élégante. Vous savez quel est le vrai problème, Antoine? Lequel, maître? Je suis bon à ça. Vraiment, vraiment bon. C'est peut-être la seule chose au monde que je fais mieux que quiconque. Et c'est mauvais? C'est mauvais quand la seule chose que vous faites mieux que quiconque est exactement la chose que votre conscience vous dit d'arrêter de faire. C'était le genre d'ironie qui semblait spécifiquement conçu pour enseigner des leçons sur l'attachement à l'identité professionnelle. Jean-Pierre se dirigea vers le mur où ses meilleures créations étaient exposées. Chacune était un chef-d'œuvre d'ingénierie destructive, l'épée qui avait tranché 3 guerriers en une seule bataille, la lance qui perça le bouclier du champion de Chinon, la dague qui, la dague avait résolu plusieurs problèmes diplomatiques de manière définitive. 20 ans, murmura-t-il, 20 ans à perfectionner quelque chose que je viens de découvrir être spirituellement contre-productif. Maître, dit Antoine, puis-je suggérer une perspective différente? S'il vous plaît. Peut-être que le problème n'est pas que vous avez appris de mauvaises compétences. Peut-être est-ce que vous essayez de jeter qui vous êtes au lieu de trouver un moyen d'être qui vous êtes différemment. Jean-Pierre se tourna pour regarder son assistant. Expliquez ça. Eh bien, vous êtes un artiste, un maître en métallurgie, quelqu'un qui transforme le métal brut en forme parfaite. La question est, ces formes doivent-elles toujours être létales? Mais toute ma formation, toute mon expérience, c'est de créer de la beauté à travers le métal. Le but final n'était pas gravé dans vos mains depuis la naissance. C'était une observation intéressante que Jean-Pierre n'avait pas envisagée. Il avait supposé que ses compétences étaient indissociablement liées à la création d'armes. Mais peut-être
Peut-être était-il possible d'appliquer la même expertise technique à des fins différentes. Vous suggérez que je devrais réapprendre ma propre profession? Je suggère que peut-être vous savez déjà tout ce que vous devez savoir, juste à des fins différentes. Cette nuit-là, Jean-Pierre resta éveillé, regardant le plafond et pensant à son identité. Qui était-il s'il n'était pas le meilleur forgeron d'armes de Clermont-Ferrand? Ses mains savaient former le métal comme un musicien sait jouer d'un instrument. Mais était-il possible d'utiliser les mêmes mains pour créer de l'harmonie au lieu d'une désaccord terminal? La vraie question n'était pas de savoir s'il pouvait acquérir de nouvelles compétences. La question était de savoir s'il pouvait conserver son identité de maître artisan tout en changeant fondamentalement ce qu'il créait. « Bouddha », murmura-t-il dans l'obscurité, « si vous écoutez une orientation sur les transitions de carrière spirituelle serait très appréciée. » La réponse ne vint pas sous une voix céleste. Elle vint sous la forme d'une perception lente et graduelle que peut-être la solution n'était pas d'abandonner qui il était, mais de découvrir qui il pourrait devenir. C'était une différence subtile, mais potentiellement révolutionnaire. « Antoine » dit-il le lendemain matin, « aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de complètement différent. »« Quoi, maître ? Nous allons faire quelque chose de beau qui ne tue personne. »« Comme quoi ? Je ne sais pas encore. » Mais je sais qu'il n'aura pas de fil tranchant. C'était un petit début, mais prometteur. L'épiphanie arriva un dimanche matin, tandis que Jean-Pierre tentait de fabriquer une cloche pour le temple bouddhiste. Pas une cloche de guerre, juste une cloche simple et pacifique qui appellerait les gens à la méditation au lieu de les alerter des invasions imminentes. Après 3 tentatives frustrées qui aboutirent à des objets sonnant plus comme des instruments de torture acoustique que des invitations à la contemplation spirituelle, il s'arrêta, posa le marteau au sol et comprit enfin ce qu'il avait cherché à découvrir pendant des semaines. Le problème n'était pas ses mains, le problème n'était pas ses outils, le problème n'était même pas son expérience en métallurgie. Le problème était qu'il essayait de changer ce qu'il faisait sans changer qui il était. « Antoine », dit-il, s'asseyant lourdement sur un tabouret, « je crois que j'ai abordé cela d'une manière complètement erronée. »« Comment ça, maître ? J'ai essayé de devenir une personne différente qui fait des choses différentes. Mais et si la réponse était de continuer à être qui je suis, juste en étant différent ?» Antoine, qui avait développé une tolérance impressionnante pour les intuitions philosophiques du maître, attendit l'explication. « Regardez, » continua Jean-Pierre, prenant un morceau de métal brut. Quand je prends ça, mes mains savent exactement quoi faire. Elles savent comment chauffer, comment modeler, comment affiner. Le métal me répond parce que nous comprenons. Oui, maître. Mais j'essayais de faire en sorte que mes mains créent des choses que mon esprit ne comprenait pas. Des cloches, des houes, des outils. Je forçais la technique sans compréhension. Jean-Pierre se leva et marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le temple bouddhiste voisin. Vous savez ce que le moine m'a dit à propos d'Ahimsa? Que ce n'est pas seulement une question d'action extérieure, c'est une question d'intention interne. C'est la pensée qui se cache derrière l'action. Et j'ai essayé de changer mes actions sans changer mon esprit. C'était une perception qui semblait à la fois évidente et révolutionnaire. Antoine, toutes ces semaines, j'ai cru que le problème était que je savais fabriquer des épées. Mais le vrai problème, c'est que je pensais comme quelqu'un qui fabrique des épées. Quelle est la différence ? La différence, c'est que si je change ma façon de penser, je pourrais peut-être utiliser les mêmes compétences à des fins complètement différentes. Jean-Pierre retourna à l'établi où la cloche mal formée reposait comme preuve de ses efforts frustrés. Quand je fabriquais des épées, chaque coup de marteau avait une intention. Je visualisais la forme finale, je sentais le but de la lame, je comprenais exactement comment chaque courbe servirait l'objectif de, couper les choses efficacement. Oui, mais quand j'ai essayé de faire cette cloche, je me contentais de frapper le métal en espérant qu'il se transforme en quelque chose d'utile. Antoine regarda la cloche, qui ressemblait en effet davantage au résultat de la violence contre le métal qu'à un artisanat intentionnel.
Alors, qu'allez-vous faire différemment? Je vais refaire cette cloche. Mais cette fois, je vais penser comme quelqu'un qui crée une invitation à la paix. Chaque coup sera donné avec l'intention de créer un son qui apaise les esprits, non un son qui alerte au danger. Et cela changera le résultat? Je ne sais pas, admit Jean-Pierre, mais cela changera qui je suis pendant que je le fais. Il ralluma la forge et commença à réchauffer le métal. Mais cette fois, au lieu de penser aux techniques et aux procédures, il pensa au but. Il visualisa des moines écoutant le son de la cloche et ressentant la paix. Il imagina des gens marchant vers le temple, attirés par une douce invitation sonore. Il contempla chaque note comme un petit cadeau de tranquillité pour quiconque se trouvait à portée. Le premier coup de marteau sonna différemment, plus intentionnel. « Maître, dit Antoine après avoir observé quelques minutes, vos mains bougent différemment. Elles le sont, plus soigneuses, comme si, et vous, parliez au métal au lieu de le forcer. » Jean-Pierre s'arrêta et regarda ses mains. Antoine avait raison. Il n'appliquait pas une force brute comme il le faisait lorsqu'il créait des lames qui devaient être létalement efficaces. Il modelait avec douceur, permettant au métal de trouver sa forme naturelle dans les limites de ce qu'il essayait de créer. « Bouddha a enseigné sur la transformation interne, » murmura-t-il, reprenant le travail. « C'est peut-être la différence. Au lieu d'essayer de changer ce que je fais, je dois changer ma relation avec ce que je fais. » 3 heures plus tard, la cloche était prête. Jean-Pierre la suspendit à une structure improvisée et testa le son d'un petit coup. La note qui en émergea était claire, profonde, et avait une qualité qui invitait au silence. « Maître, » dit Antoine doucement, « cette cloche sonne paisiblement. »« Elle sonne, » acquiesça Jean-Pierre, « comme si elle avait été faite par quelqu'un qui comprend la paix. » Et c'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il n'avait peut-être pas besoin de cesser d'être forgeron. Peut-être avait-il besoin de découvrir quel type de forgeron il voulait devenir. C'était une possibilité qui changeait tout et rien, simultanément. 6 mois plus tard, Jean-Pierre Martin était devenu quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé possible, un forgeron bouddhiste. Non pas dans le sens où il avait cessé d'être forgeron, ou qu'il avait cessé d'être bouddhiste, mais dans le sens où il avait découvert comment être les deux simultanément sans provoquer une crise existentielle chaque matin. Sa forge fonctionnait toujours. Ses mains savaient toujours modeler le métal comme un musicien sait jouer des instruments. La différence était que maintenant il fabriquait des choses qui préservaient la vie au lieu de la terminer. Des cloches pour les temples, des outils pour les médecins, des instruments de construction, des ustensiles qui aidaient les gens à créer au lieu de détruire. Mais le changement le plus significatif n'était pas dans ce qu'il faisait. Il était dans la façon dont il pensait à ce qu'il faisait. « Antoine, » dit-il un jeudi après-midi en terminant un ensemble d'instruments chirurgicaux pour l'hôpital local, « avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant? »« Quoi, maître ? » Fabriquer ces outils médicaux demande exactement la même précision que fabriquer des épées. La différence est que l'un sauve des vies et l'autre, non. Et cela change la façon dont vous vous sentez par rapport à votre travail? Complètement. Jean-Pierre polissait une petite lame chirurgicale qui serait utilisée pour enlever des tumeurs. Avant, chaque pièce que je terminais portait le poids de savoir qu'elle existait pour causer du tort. Maintenant, chaque pièce porte l'espoir qu'elle aidera quelqu'un. C'était une transformation subtile, mais profonde. Les compétences étaient les mêmes. L'expérience était la même. Même certaines des techniques étaient identiques, mais l'intention avait tout changé. L'affaire, curieusement, prospérait. Apparemment, il y avait une demande considérable pour la métallurgie de haute qualité qui n'était pas liée à la guerre. Les médecins voulaient des instruments précis. Les temples avaient besoin de cloches et d'ornements. Les constructeurs nécessitaient des outils durables. Les artistes désiraient des matériaux pour leur création. Savez-vous ce que j'ai découvert, Antoine? Quoi? Pendant toutes ces années à fabriquer des armes, je pensais que je servais un besoin humain fondamental, que la violence était inévitable, alors au moins je garantissais qu'elle soit efficace. Et maintenant,
Maintenant, je vois que je ne servais qu'une partie de la nature humaine, la partie qui détruit. Mais les humains construisent aussi, guérissent, créent, célèbrent. Et ces parties ont aussi besoin d'outils. Antoine, qui était devenu non seulement assistant mais partenaire dans la nouvelle direction de l'entreprise, sourit. « Maître, puis-je faire une observation ? Bien sûr, vous n'avez pas cessé d'être forgeron. Vous avez cessé d'être forgeron de guerre. » C'était une distinction que Jean-Pierre avait mis des mois à comprendre pleinement. Il n'avait pas abandonné son identité professionnelle. Il avait élargi sa compréhension de ce que cette identité pouvait signifier. Bouddha a enseigné sur la voie du milieu, dit-il, examinant une cloche récemment terminée. Peut-être que cela s'applique aussi aux carrières. Il n'est pas nécessaire de choisir entre être totalement une chose ou totalement une autre. Il est possible de trouver un juste milieu qui honore à la fois vos compétences et vos valeurs. La cloche entre ses mains était une œuvre d'art. Proportion parfaite, son cristallin, durabilité qui garantissait qu'elle servirait les générations futures et un pratiquant. Elle avait toute la qualité technique de ses anciennes épées, mais existait pour créer la paix au lieu du conflit. Antoine, pensez-vous que Bouddha serait fier de cette cloche ? Je pense que Bouddha serait fier de la façon dont vous êtes arrivé à cette cloche. C'était une réponse qui révélait une sagesse grandissante chez son jeune assistant. Cet après-midi-là, le moine du temple vint chercher la cloche qu'il avait commandée. Lorsqu'il testa le son, une expression de satisfaction sincère traversa son visage. « Cette cloche, dit-il, sonne comme si elle avait été faite par quelqu'un qui comprend le dharma. Elle a été faite par quelqu'un qui apprend le dharma, corrigea Jean-Pierre. Je suis toujours en train de découvrir comment appliquer Ahimsa dans la pratique quotidienne. Et comment se déroule cette découverte ? J'ai découvert qu'Ahimsa ne signifie pas nécessairement changer tout ce que vous faites. Parfois, cela signifie changer pourquoi vous faites ce que vous faites. Le moine hocha la tête. Bouddha a enseigné que l'esprit précède toutes les actions. Changer l'esprit et les actions se transforment naturellement. Exactement. J'essayais de changer les actions et j'espérais que l'esprit suivrait, mais cela fonctionne mieux dans le sens inverse. Après le départ du moine, Jean-Pierre resta à la porte de sa forge, regardant le temple où sa cloche allait bientôt appeler les gens à la méditation. Le son voyagerait à travers la ville, touchant quiconque se trouvait à portée, offrant un moment de pause dans une vie quotidienne souvent chaotique. « Maître, dit Antoine, vous semblez en paix. Je le suis, acquiesça Jean-Pierre. Pour la première fois depuis des mois, je sens que mon travail et mes valeurs pointent dans la même direction. Et quelle direction est-ce ? Vers la création de choses qui rendent le monde un peu meilleur, au lieu d'un peu plus dangereux. C'était un objectif simple qui avait été étonnamment compliqué à atteindre. Mais peut-être, pensa Jean-Pierre, était-ce précisément la grâce de découvrir le dharma, non pas qu'il rende la vie plus simple, mais qu'il rende la complexité significative. Et tandis que Jean-Pierre découvrait enfin que la transformation spirituelle ne nécessitait pas nécessairement un changement de profession, seulement un changement de perspective. De l'autre côté de l'Empire, en France, sous le règne de Philippe Auguste, une femme était sur le point de découvrir que la pureté spirituelle et la pureté sociale sont des concepts qui, apparemment, ne se sont jamais rencontrés pour une conversation éducative. Parce que si un forgeron essayant d'appliquer Ahimsa est déjà une contradiction intéressante, attendez de rencontrer une courtisane essayant de convaincre des moines qu'un esprit pur ne dépend pas d'une profession socialement impure, ce qui va réussir d'une manière que personne n'avait anticipée, surtout les moines. L'artiste et le dharma, une quête de pureté à Paris. Clémence avait ce que l'on pourrait appeler un petit problème d'image publique. Elle était sans conteste l'artiste la plus raffinée du quartier commerçant de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, sous le Second Empire. Elle savait jouer de 7 instruments de musique différents, composait des poésies qui tiraient des larmes de beauté aux plus grands littérateurs, et maîtrisait l'art de la conversation spirituelle comme peu d'érudits y parvenaient. Le problème n'était pas un manque de talent.
Le problème était que toute cette éducation exquise était attachée à une profession que la société considérait spirituellement douteuse. Et Clémence avait récemment découvert le bouddhisme, développé un intérêt sincère pour l'éveil spirituel et commençait à soupçonner qu'il y avait peut-être une légère contradiction entre la recherche de la pureté mentale et l'exercice de la profession la plus impure possible selon les normes sociales de l'époque. Mais bon, tout le monde a ses ironies existentielles, n'est-ce pas ? Le salon de thé où Clémence travaillait était stratégiquement situé dans le quartier le plus prospère de Saint-Germain, où de riches marchands venaient pour apprécier une culture raffinée en compagnie tout aussi raffinée. C'était un établissement de haute volée qui ne servait que des clients aux standards élevés et aux bourses correspondantes. Rien de vulgaire ou de direct. Tout était enveloppé de couches sophistiquées de rituels sociaux et d'expressions artistiques, ce qui ne changeait pas le fait fondamental qu'aux yeux de la société du Second Empire, cela restait une profession fondamentalement impure. Clémence avait découvert le bouddhisme par accident, comme la plupart des découvertes vraiment importantes se produisent. Elle se promenait au marché un mardi matin lorsqu'elle passa devant un groupe de moines discutant de la nature universelle du Bouddha, l'idée que tous les êtres possèdent le potentiel d'éveil spirituel, quelles que soient leurs circonstances extérieures. Tous les êtres, soulignait le moine le plus âgé, portent en eux la graine de l'illumination. Riches ou pauvres, nobles ou paysans, vertueux ou pécheurs, la nature de Bouddha est universelle et immuable. Clémence s'arrêta de marcher. Non pas que l'idée fût particulièrement révolutionnaire, elle avait grandi dans une culture qui parlait du potentiel humain universel. Elle s'arrêta parce que pour la première fois, quelqu'un disait que l'éveil spirituel ne dépendait pas d'une approbation sociale extérieure, que la pureté mentale était une question interne, pas une question de classification professionnelle. C'était le genre d'éclairage qui changeait irréversiblement sa perspective sur l'identité. « Excusez-moi » dit-elle au moine après que le petit groupe se fut dispersé, « une question à propos de cette histoire de nature universelle du Bouddha. » Le moine, qui avait cette expression sereine de celui qui médite régulièrement et n'a pas à se soucier de questions compliquées comme le maintien d'une carrière dans une profession socialement marginalisée, sourit d'un air encourageant. « Certainement, ma fille. Quelle est votre question? Quand vous dites « tous les êtres », cela inclut-il des personnes exerçant des professions que la société considère problématiques? » Le moine l'étudia un instant. Clémence était vêtue de l'élégance discrète de quelqu'un qui appartenait clairement aux cercles commerciaux les plus sophistiqués de la ville, mais il y avait quelque chose dans sa question qui suggérait une expérience personnelle de la marginalisation sociale. « La nature de Bouddha, dit-il prudemment, n'est pas déterminée par l'occupation extérieure, elle est déterminée par le potentiel interne de sagesse et de compassion. Mais que se passe-t-il si l'occupation extérieure est socialement désapprouvée? Bouddha a enseigné que nous devons distinguer la personne de ses actions, l'essence de la circonstance. Et si les circonstances sont constamment compliquées, le moine resta silencieux un instant, essayant clairement de naviguer dans une conversation qui devenait plus complexe qu'il ne l'avait anticipé. « Ma fille, dit-il finalement, quel genre de circonstances compliquées avez-vous en tête ?»« Hypothétiquement parlant, dit Clémence, et si quelqu'un travaillait comme artiste dans des établissements qui répondent à des besoins sociaux spécifiques. »« Ah !» dit le moine, et son expression sereine développa une nuance légèrement inconfortable. « Vous êtes courtisane. Je suis une artiste qui travaille dans des contextes commerciaux, corrigea-t-elle diplomatiquement. « Oui, eh bien, c'est intéressant. C'est intéressant dans le sens de philosophiquement, fascinant ou intéressant dans le sens de spirituellement problématique. » C'était une question juste pour laquelle le moine n'avait clairement pas de réponse préparée. La question, dit-il, gagnant du temps, est de savoir comment cultiver la pureté mentale dans des circonstances qui promeuvent l'impureté extérieure. Mais vous venez de dire que la nature de Bouddha est indépendante des circonstances extérieures. Oui, mais alors,
où la nature de Bouddha est universelle, ou elle ne l'est pas. Elle ne peut pas être universelle sauf pour quelques professions spécifiques. Le moine était visiblement mal à l'aise. Il était clair qu'il n'avait jamais envisagé les implications pratiques de la nature universelle du Bouddha lorsqu'elle s'appliquait à des cas socialement compliqués. Peut-être, suggéra-t-il, devriez-vous envisager de changer de profession? Et si changer de profession n'était pas pratiquement réalisable, pourquoi ne le serait-il pas? Clémence le regarda avec la patience de quelqu'un qui explique des réalités économiques de base à une personne qui ne s'était manifestement jamais souciée de son gagne-pain. Parce que, dit-elle gentiment, nous n'avons pas tous des monastères pour nous soutenir. La véritable découverte se fit 3 jours plus tard, lorsque Clémence décida que si les moines ne pouvaient pas expliquer de manière satisfaisante comment la nature universelle du Bouddha fonctionnait en pratique, elle enquêterait elle-même, ce qui la conduisit à l'une des décisions les plus instructives de sa vie. Assister régulièrement à des enseignements bouddhistes tout en continuant à travailler comme courtisane, juste pour voir si la pureté mentale et l'impureté professionnelle étaient réellement mutuellement exclusives. C'était une expérience spirituelle qui promettait d'être éclairante. La première séance d'enseignement à laquelle elle assista portait sur la méta, l'amour bienveillant universel. Le moine expliquait patiemment comment cultiver une compassion authentique pour tous les êtres, sans exception ni discrimination. La vraie méta, dit-il, ne fait pas de distinction basée sur le statut social, la richesse ou les choix de vie. L'amour bienveillant s'étend également à l'empereur et aux mendiants, aux saints et aux pécheurs. Clémence leva la main. Une question à propos de cette universalité de la méta. Oui, si l'amour bienveillant ne discrimine pas, pourquoi les enseignements bouddhistes ne sont-ils donnés que dans des monastères et des temples qui discriminent qui peut entrer? Le moine cligna des yeux. Comment ça? Eh bien, hier, j'ai essayé d'entrer au temple de la lumière éternelle pour écouter des enseignements sur la compassion universelle, et l'entrée m'a été refusée à cause de ma profession. Un silence inconfortable se répandit dans le groupe. Clairement, personne n'avait envisagé les implications pratiques de prêcher l'amour universel tout en pratiquant l'exclusion sociale. C'est administratif, dit le moine finalement, pas spirituel. Quelle est la différence? La différence est que, eh bien, les temples ont certaines directives, des directives qui contredisent les enseignements qui sont donnés à l'intérieur des temples. Ce n'est pas une contradiction, c'est une gestion appropriée de l'environnement spirituel. Clémence réfléchit. Donc l'amour universel fonctionne mieux dans des environnements qui excluent certaines personnes. Ce n'est pas de l'exclusion, c'est le maintien de la pureté. Ah, dit Clémence. Alors nous arrivons au point intéressant. De quel type de pureté parlons-nous? La pureté spirituelle, évidemment. Et comment exactement ma présence compromettrait-elle la pureté spirituelle des autres? Le moine n'avait clairement pas préparé d'arguments logiques pour cette ligne de questionnement. Eh bien, votre profession implique des activités qui sont spirituellement problématiques. Plus problématiques que de refuser d'enseigner la compassion à quelqu'un qui veut sincèrement apprendre la compassion. C'était une question qui créa un autre silence inconfortable. Ma fille, dit le moine avec la patience de quelqu'un qui tente d'expliquer des concepts complexes à une personne apparemment bornée, vous ne comprenez pas. Il y a la pureté extérieure et la pureté intérieure. Les deux sont importantes. Intéressant, dit Clémence. Pouvez-vous expliquer la différence? La pureté extérieure implique d'éviter les actions et les environnements qui contaminent le corps et l'esprit. La pureté intérieure implique de cultiver des états mentaux vertueux. Et si quelqu'un cultivait des états mentaux vertueux indépendamment de ses actions extérieures se déroulant dans des environnements socialement désapprouvés? Ce serait compliqué. Complicated comment? Eh bien, comment pouvez-vous avoir l'esprit pur si vous êtes constamment impliqué dans des activités impures? Clémence sourit. C'était exactement la question qu'elle attendait. Puis-je poser une question différente? Comment savez-vous si mon esprit est pur ou impur? Eh bien, vos actions suggèrent
mes actions professionnelles. Mais connaissez-vous mes pensées, mes sentiments, mes intentions quand je travaille? Le moine resta silencieux. Parce que, continua Clémence, quand je sers le thé à un marchand solitaire loin de chez lui, je pense à offrir une compagnie douce à quelqu'un qui a besoin de connexion humaine. Quand je joue de la musique pour un groupe d'hommes qui ont eu une journée difficile de travail, je pense à apporter beauté et paix à leurs esprits agités. Mais la nature du travail est de fournir une compagnie intelligente, une conversation raffinée et une expression artistique aux personnes qui apprécient ces choses. Si vous voyez cela comme impur, peut-être le problème est-il avec votre perception, pas avec mon esprit. Le silence, cette fois-ci, fut différent, plus contemplatif. De plus, ajouta Clémence, je pratique la méditation quotidienne, j'étudie des textes sur la compassion, et je fais de mon mieux pour traiter chaque client avec une gentillesse authentique et un intérêt pour leur bien-être. En quoi est-ce moins pur que de refuser d'enseigner le dharma à quelqu'un à cause de son occupation? Le moine la regarda longuement. Vous suggérez, dit-il lentement, que la pureté mentale peut exister indépendamment de l'approbation sociale extérieure. Je suggère que la pureté mentale est peut-être une affaire entre moi et ma propre conscience, pas entre moi et les opinions des autres sur la façon dont je devrais gagner ma vie. Mais Bouddha a enseigné le juste mode de vie. Bouddha a aussi enseigné à ne pas juger les autres et à distinguer l'apparence de la réalité et à regarder au-delà des catégories sociales superficielles pour voir la nature universelle du Bouddha. C'était un argument que le moine n'avait clairement jamais envisagé auparavant. Vous présentez, dit-il finalement, une perspective non conventionnelle sur la pratique bouddhiste. Je présente une perspective pratique sur les enseignements bouddhistes, corrigea Clémence. La question est de savoir si les enseignements sont suffisamment vrais pour fonctionner dans le monde réel. Et c'était exactement la question qui allait tout changer. Après sa conversation éclairante sur la pureté mentale versus sociale, Clémence décida que la meilleure façon d'approfondir ses études bouddhistes serait de fréquenter davantage de temples et de monastères pour des enseignements formels. C'était un plan logique qui n'avait qu'un petit problème. La plupart des établissements religieux avaient des politiques très spécifiques sur qui était le bienvenu pour étudier le dharma. Et les courtisanes, apparemment, ne figuraient pas sur la liste approuvée. C'est une question de bienséance, expliqua le portier du monastère de la Sérénité perpétuelle lorsque Clémence tenta de rejoindre une session sur les 4 nobles vérités. Nous ne pouvons pas avoir des personnes de certaines professions se mêlant à des étudiants sérieux. Ah, dit Clémence, et comment déterminez-vous qui est un étudiant sérieux? Eh bien, les étudiants sérieux sont des personnes qui mènent des vies appropriées à l'étude spirituelle. Et qu'est-ce qui rend une vie appropriée à l'étude spirituelle? Le portier la regarda comme si la question était légèrement obtuse. Des vies qui n'impliquent pas d'activités discutables. Intéressant. Et qui décide quelles activités sont discutables? C'est évident. Pour vous peut-être. Pour moi cela semble arbitraire. Madame, dit le portier avec la patience de quelqu'un qui explique des concepts de base, les monastères sont des lieux sacrés. Nous ne pouvons pas permettre qu'ils soient contaminés. Contaminés par quoi? Par ma présence physique? Par des influences impures. Clémence réfléchit. Donc vous dites que ma participation à une discussion sur la souffrance universelle rendrait l'enseignement moins vrai? Pas moins vrai, moins approprié. Ah, alors, la vérité spirituelle n'est appropriée que dans des contextes socialement approuvés. Le portier commença à paraître légèrement irrité. Madame, vous compliquez une question simple. Je simplifie une question qui semble artificiellement compliquée. Où Bouddha a enseigné le dharma à tous les êtres, ou il n'a enseigné qu'à des êtres socialement approuvés. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Bouddha a enseigné à tous, mais l'interprétation et l'application requièrent un discernement approprié. Et qui fournit ce discernement? Vous, la tradition monastique.
La même tradition monastique qui n'a jamais eu à subvenir à ses besoins financiers en dehors des dons? C'était une observation qui toucha clairement un point sensible. « Madame, dit le portier fermement, notre décision est finale. » Le second monastère fut légèrement plus subtil. Le temple de la compassion infinie lui permit d'entrer, mais quand ils découvrirent sa profession, ils suggérèrent des alternatives. « Peut-être, dit le moine responsable des enseignements, seriez-vous plus à l'aise dans des sessions séparées, pour des personnes dans des circonstances spéciales. Circonstances spéciales. Des personnes qui ont besoin d'une orientation supplémentaire avant d'être prêtes pour des études traditionnelles. » Clémence resta silencieuse un instant. « Vous suggérez que je suis moins capable de comprendre les enseignements sur la compassion universelle à cause de ma profession. Pas moins capable, juste différemment préparé. Et quelle serait la différence pratique entre ces sessions spéciales et les enseignements réguliers? Eh bien, nous nous concentrerions davantage sur les fondements de base, la moralité, la purification préliminaire. Purification de quoi? Des influences que votre profession a créées dans votre esprit. Quelles influences spécifiques? Le moine parut mal à l'aise. Eh bien, les attachements, les désirs, les confusions sur les relations appropriées. Intéressant, dit Clémence. Avez-vous évalué mon esprit personnellement ou faites-vous des suppositions basées sur des stéréotypes professionnels? C'est une question de probabilité. Certaines professions ont tendance à créer certains schémas mentaux, comme la profession monastique tend à créer des schémas de jugement basés sur les apparences extérieures. Le silence qui s'ensuivit fut instructif. « Madame, dit le moine finalement, nous ne jugeons pas, nous sommes prudents. » Prudents à propos de quoi? À propos de mélanger des personnes à différents stades de développement spirituel. Et comment avez-vous mesuré mon stade de développement spirituel? Eh bien, votre profession suggère... Ma profession suggère que je sais offrir une compagnie douce, une conversation intelligente et une expression artistique raffinée. Comment cela? Indique-t-il mon niveau de compréhension de l'impermanence ou de l'interdépendance? Le moine n'avait clairement pas de réponse à cela. De plus, continua Clémence, si vous croyez vraiment en la compassion universelle, ne serait-il pas plus compatissant d'inclure des personnes que vous croyez être en retard spirituellement, au lieu de les ségréguer? C'est compliqué. C'est commode, corrigea Clémence. Il est plus facile de prêcher la compassion universelle à des personnes qui correspondent déjà à vos définitions de ce qui est approprié. Le troisième temple ne lui permit même pas d'expliquer pourquoi elle était là. Dès qu'ils découvrirent sa profession, la conversation prit fin. « Désolé, dit le moine à la porte, mais nous avons des politiques claires. Des politiques sur quoi? Sur le maintien d'un environnement approprié à la pratique spirituelle. Et ma présence rendrait l'environnement inapproprié? Potentiellement. Perturbateur, oui. Perturbateur pour qui? Pour d'autres pratiquants. Et si d'autres pratiquants sont perturbés par la présence de quelqu'un cherchant les mêmes enseignements qu'eux, quel genre de pratiquants sont-ils? C'était une question qui mit apparemment fin à la conversation. Après 3 tentatives infructueuses, Clémence s'assit sur un banc public près de la scène et contempla l'ironie de la situation. Elle était rejetée par des institutions dédiées à l'enseignement de la compassion universelle, par des personnes qui n'avaient apparemment jamais considéré si leurs propres actions reflétaient les enseignements qu'elles professaient. « Peut-être, murmura-t-elle à elle-même, le problème n'est pas de trouver le vrai dharma. Peut-être est-ce de reconnaître où le faux dharma est masqué en tant que tradition. » C'était une perception qui allait complètement changer son approche de l'étude bouddhiste. Après avoir découvert qu'elle était fondamentalement inadaptée à toute profession autre que celle qu'elle exerçait déjà, Clémence décida d'adopter une approche différente. Si elle ne pouvait pas changer ce qu'elle faisait, peut-être pouvait-elle changer la manière dont elle le faisait. Plus précisément, appliquer la pleine conscience bouddhiste directement à son travail de courtisane. C'était une expérience qui promettait d'être instructive pour toutes les parties concernées. « Jeanne, annonça-t-elle,
un lundi matin à pas. Son amie la plus proche, une autre artiste travaillant dans le même salon de thé. Aujourd'hui, je vais essayer quelque chose de complètement nouveau. Quel genre de choses nouvelles? Je vais pratiquer la méditation pendant le travail. Jeanne faillit s'étouffer avec son thé. Comment exactement méditer en divertissant des clients? La pleine conscience n'est pas de s'asseoir en silence. C'est d'être consciemment attentif au moment présent et d'être totalement présente à quiconque se trouve devant vous. Cela semble philosophiquement intéressant et pratiquement compliqué. C'est pourquoi c'est une expérience. Le premier test survint cet après-midi-là, lorsqu'un marchand de soie d'âge moyen arriva, clairement stressé après une journée difficile de négociation. Normalement, Clémence lui aurait offert une conversation légère et de la musique pour le distraire de ses soucis. Cette fois, elle décida d'appliquer une attention contemplative totale à la situation. Au lieu de simplement servir le thé, elle observa consciencieusement le processus, la vapeur s'élevant de l'eau chaude, le doux son de la porcelaine contre la porcelaine, l'arôme des feuilles qui s'infusaient. Chaque mouvement devint une petite méditation sur l'impermanence et l'interdépendance. Ce thé, commenta le marchand, a un goût différent aujourd'hui. C'est le même thé que d'habitude, dit Clémence. Peut-être la différence est-elle l'attention. L'attention? Quand nous prêtons une attention totale à ce que nous faisons, même les activités simples deviennent plus vives. Le marchand y réfléchit en savourant lentement le thé. Vous avez raison. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais vraiment savouré quelque chose au lieu de simplement consommer. Encouragée, Clémence continua l'expérience. Lorsque le marchand commença à se plaindre de négociations frustrantes, au lieu de simplement acquiescer, sympathiquement, elle appliqua une attention contemplative à ses paroles. Elle écouta non seulement le contenu, mais les émotions sous-jacentes. Frustration, anxiété, solitude. Il semble, dit-elle gentiment, que vous portez un lourd fardeau tout seul. Comment savez-vous cela? Quand nous écoutons vraiment quelqu'un, nous pouvons entendre non seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il ressent. Et qu'entendez-vous en moi? Quelqu'un qui travaille très dur, se soucie de beaucoup de gens et a rarement l'occasion d'être simplement humain avec quelqu'un. Le marchand resta silencieux un long moment. C'est exactement ça, dit-il finalement. Comment avez-vous vu cela? Je n'ai pas vu. J'ai juste prêté attention. Le résultat fut surprenant. Au lieu de l'interaction superficielle habituelle, le marchand passa 2 heures dans une conversation authentique sur la solitude, le but et ce qui importait vraiment dans la vie. Quand il partit, il semblait plus léger. « Clémence, » dit Jeanne l'observant de loin, « qu'avez-vous fait à cet homme? Il semblait transformé. J'ai juste pratiqué l'attention totale, l'écoute authentique, la présence pleine de conscience. Et c'est différent de ce que vous faites normalement. » Clémence y pensa. C'est plus intentionnel, plus conscient, comme si chaque instant était une opportunité de pratiquer une compassion réelle. Le second test survint le vendredi, avec un jeune client qui était clairement nerveux, probablement sa première visite dans un établissement comme celui-là. Normalement, Clémence aurait essayé de le rassurer par une conversation désinvolte. Cette fois, elle appliqua une attention contemplative à son anxiété. « Vous semblez préoccupé, » observa-t-elle gentiment. « Un peu, » admit-il. « Avec quoi? Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, ou comment me comporter. » Clémence sourit avec une compassion authentique. « Et si nous nous contentions de converser comme 2 personnes qui viennent de se rencontrer? C'est tout. Pourquoi cela devrait-il être plus compliqué? » Ils passèrent l'après-midi à parler de poésie. Il était étudiant en littérature et de musique. Clémence joua quelques compositions qu'elle avait écrites et il partagea des poèmes qu'il essayait d'écrire. Ce fut un après-midi de connexion intellectuelle et artistique authentique. « Clémence, » dit-il en partant, « ce fut rien de ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Plus superficiel, moins humain? Toutes les interactions humaines peuvent être superficielles ou profondes. Le choix nous appartient. Vous avez fait en sorte que cela semble
sacré d'une certaine manière. C'était une observation qui la fit s'arrêter et réfléchir. Cette nuit-là, en discutant de l'expérience avec Jeanne, Clémence eut une révélation. « Jeanne, je crois que j'ai découvert quelque chose d'important. » « Quoi ? Lorsque j'applique une pleine conscience totale à mon travail, cela ne change pas ce que je fais. Cela révèle ce que j'ai toujours fait. Qu'est-ce que c'est ? Offrir une présence authentique, une attention compatissante, un espace sacré pour que les gens soient vulnérables et humains. Et c'est différent de la pratique spirituelle. Comment ? Ce n'est pas différent, réalisa Clémence. C'est une pratique spirituelle, juste pas reconnue. Comme telle, c'était une découverte qui allait complètement changer sa compréhension de la pureté mentale et du travail impur. La vraie crise survint un jeudi matin lorsque Clémence, enhardie par ses découvertes sur la pleine conscience appliquée, décida de confronter directement le monastère de la sérénité perpétuelle sur ses politiques d'exclusion. Si elle pouvait transformer un travail impur en pratique spirituelle, elle pouvait certainement défier la logique derrière la discrimination religieuse. C'était une décision courageuse qui s'avéra rapidement instructive sur la différence entre les principes théoriques et leur mise en œuvre pratique. « Je suis ici », annonça-t-elle au portier qui l'avait rejeté des semaines auparavant. Non pour demander l'entrée, mais pour comprendre la logique derrière l'exclusion. Le portier soupira. « Madame, nous avons déjà expliqué notre position. Vous avez expliqué que vous maintenez la pureté, mais vous n'avez pas expliqué quel type de pureté ou comment ma présence la compromettrait spécifiquement. C'est évident, pour vous peut-être. Pour moi, cela semble arbitraire et potentiellement contradictoire avec les enseignements que vous professez. » « Comment ça, contradictoire ?» « Eh bien, dit Clémence, organisant ses arguments comme une avocate préparant un dossier, vous enseignez la méta, l'amour bienveillant universel, mais vous pratiquez l'exclusion sociale. Comment cela ? Fonctionne-t-il ? La méta ne signifie pas accepter n'importe quel comportement. Je pose la question sur le comportement ou sur les personnes. Des personnes qui choisissent des comportements problématiques. Ah, donc vous jugez les gens sur la base de suppositions concernant leur comportement. Le portier commença à paraître mal à l'aise. Nous ne jugeons pas, nous appliquons des directives prudentes. Des directives basées sur quoi ? La tradition. La même tradition qui enseigne le non-jugement et la compassion universelle. C'est différent. Comment est-ce différent ? À ce moment, un moine senior apparut, clairement alerté par la discussion. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il. « Aucun problème, » dit Clémence. « Juste de la curiosité sur la façon dont vous conciliez les enseignements universels avec les pratiques excluantes. » Le moine l'étudia un instant. « Vous êtes le artiste qui a remis en question nos politiques. Je suis quelqu'un qui souhaite étudier le dharma et qui s'interroge sur la raison pour laquelle ce n'est apparemment pas possible. C'est possible. Juste, pas ici. Pourquoi ? Parce que votre présence serait perturbatrice pour d'autres pratiquants. Perturbatrice comment ? Eh bien, ils pourraient se sentir mal à l'aise. Et si d'autres pratiquants se sentent mal à l'aise avec la présence de quelqu'un cherchant les mêmes enseignements qu'eux, quel genre de compassion universelle ont-ils réellement développé ? C'était une question qui créa un silence remarquable. De plus, continua Clémence, j'ai pratiqué la pleine conscience pendant mon travail ces dernières semaines, en appliquant une attention totale, une écoute authentique et une présence pleine de conscience. Je crois que mon travail, bien que socialement déprécié, est devenu une forme de pratique spirituelle. Si je peux trouver le dharma dans une maison de thé, et pourquoi ne puis-je pas le trouver ici, dans un lieu dédié au dharma ? Le moine et le portier la regardèrent, un mélange de perplexité et de léger embarras sur leur visage. « Madame, dit le moine senior, ce que vous décrivez est non conventionnel. La vérité l'est souvent, répliqua Clémence. Mais ma question reste, si le dharma est universel et que la pureté mentale est interne, pourquoi les lieux qui professent d'enseigner la vérité universelle sont-ils les premiers
à exclure ceux qui cherchent cette vérité sous prétexte de pureté externe. Le moine hésita. Nous devons maintenir un ordre, une discipline. L'ordre et la discipline sont-ils plus importants que la compassion et l'inclusion? C'était une question difficile, et le moine ne semblait pas avoir de réponse immédiate. Peut-être, conclut Clémence, voyant qu'elle avait semé une graine de doute, la vraie pureté d'un lieu n'est pas déterminée par qui vous excluez, mais par eux qui vous choisissez d'inclure. Elle se détourna et partit, laissant les deux hommes dans un silence contemplatif. Clémence avait peut-être été rejetée à la porte du monastère, mais elle avait ouvert une brèche dans les murs de leurs préjugés. Et pour elle, c'était un début. La contradiction du chevalier compatissant Amaury de Montaigne avait ce que l'on pourrait appeler un léger conflit entre son devoir professionnel et son développement spirituel. Il était, sans aucun doute, l'un des chevaliers les plus compétents de l'armée royale de France au XIVe siècle. Il maîtrisait 17 types d'armes différentes. Il pouvait élaborer des stratégies militaires qui faisaient pleurer d'admiration les généraux vétérans. Et il dominait l'art de la guerre comme peu de guerriers de sa génération. Le problème n'était pas son incompétence militaire. Le problème était qu'Amaury avait récemment découvert la compassion universelle, ou méta, telle que l'appelaient certains, mystiques qu'il avait rencontrés, et commençait à soupçonner que peut-être, juste peut-être, consacrer sa vie à des activités qui impliquaient de transpercer des gens avec des objets pointus n'était pas exactement compatible avec la cultivation de la bienveillance envers tous les êtres vivants. Mais bon, tout le monde a ses contradictions professionnelles, n'est-ce pas? La caserne où Amaury servait était stratégiquement située près de Cluny, où des centaines d'abbayes et de monastères parsemaient le paysage, rappel constant que la France était un royaume chrétien fervent. Il était géographiquement impossible d'échapper au son des cloches appelant à la prière, aux chants matinaux sur l'amour du prochain ou aux discussions sur le premier précepte chrétien « Tu ne tueras point ». Tout cela créait une bande sonore légèrement ironique pour quelqu'un dont la profession était causer des dommages aux êtres vivants de manière efficace et stratégique. Amaury avait découvert cette notion de compassion universelle grâce à un moine militaire. Oui, il y avait des moines qui servaient de conseillers spirituels aux soldats, car apparemment quelqu'un avait décidé que la guerre et la spiritualité chrétienne pouvaient coexister harmonieusement. C'était une combinaison qui fonctionnait parfaitement bien jusqu'à ce que vous commenciez à réfléchir aux implications pratiques. La compassion, expliquait le vénérable frère Bernard lors de ses sermons hebdomadaires aux troupes, est un amour bienveillant qui s'étend à tous les êtres sans exception. Nous commençons par nous souhaiter le bonheur à nous-mêmes, puis à nos proches, puis aux neutres, puis à nos ennemis. Amaury avait levé la main. Vénérable, une question sur cette partie concernant les ennemis. Oui, quand vous dites « souhaiter le bonheur à nos ennemis », cela inclut-il les ennemis qui essaient activement de nous tuer, surtout ces ennemis-là? Ah, et cela fonctionne comment pendant un combat réel? Le moine avait fait une pause, ne s'attendant clairement pas à des questions d'application pratique aussi spécifiques. Eh bien, la compassion est un idéal, quelque chose à quoi aspirer. Mais pratiquement parlant, si je suis en pleine bataille et que quelqu'un essaie de me couper la tête avec une épée, devrais-je lui souhaiter le bonheur? En théorie, oui. Et cela n'interfère pas avec le fait de ne pas le laisser me couper la tête? C'était une question logistique valable que le moine n'avait manifestement pas pleinement considérée. La question, dit-il diplomatiquement, est de garder l'amour bienveillant dans le cœur même dans des circonstances difficiles. Même dans des circonstances où l'amour bienveillant peut entraîner une mort prématurée, eh bien, l'autodéfense est différente. Différente en quoi? C'est compliqué. Amaury avait quitté cette conversation avec plus de questions que de réponses, et une suspicion croissante que l'application de la compassion dans un contexte militaire serait plus complexe que les textes ne le suggéraient. Ses compagnons d'armes commencèrent à remarquer certains
changement de comportement chez Amaury. Par exemple, il avait commencé à murmurer « que tous les êtres soient heureux » avant les batailles, ou la pause contemplative qu'il faisait avant d'utiliser n'importe quelle arme, comme s'il s'excusait mentalement de sa contribution au cycle de la violence universelle. « Amaury !» demanda Gauthier, son compagnon d'armes le plus proche, le voyant méditer silencieusement avant une mission de reconnaissance. « Vous allez bien ?» Amaury arrêta de méditer. Il regarda sa lance affûtée pour une efficacité létale maximale. Puis il regarda le texte sur la compassion qu'il avait commencé à emporter avec lui. Puis il regarda à nouveau la lance. « Gauthier, dit-il lentement, êtes-vous déjà interrogé sur les contradictions professionnelles ? Les contradictions professionnelles. Eh bien, Amaury fit un vague geste vers la lance, puis vers le texte spirituel, puis à nouveau vers la lance. Imaginez que vous ayez découvert que consacrer toute votre vie à transpercer des gens n'est peut-être pas spirituellement idéal. Gauthier réfléchit à cette information avec le sérieux de quelqu'un qui n'avait jamais considéré de questions philosophiques plus profondes que « où est l'ennemi » ou « mon armure est-elle bien ajustée ?» Mais Amaury, dit-il finalement, vous êtes un excellent guerrier. Vous protégez notre royaume. Vous défendez notre peuple. Oui, acquiesça Amaury tristement. Mais je transperce aussi des gens d'autres royaumes qui ont probablement des familles et des rêves et une âme universelle. Eh bien, oui, c'est un peu l'idée de la guerre. Mais si l'idée de la guerre est incompatible avec l'idée d'amour universel, Gauthier le regarda avec l'expression de quelqu'un qui commençait à soupçonner que les discussions philosophiques profondes n'étaient peut-être pas idéales avant les missions militaires. « Amaury, dit-il prudemment, peut-être devriez-vous en parler au vénérable frère Bernard. J'en ai déjà parlé. Il a dit que c'était compliqué. Et cela ne répond pas à votre question ? Pas vraiment. Compliqué n'est pas une stratégie pratique pour appliquer la compassion pendant un combat. Et c'est exactement à ce moment qu'Amaury de Montaigne réalisa que sa petite question spirituelle était, en réalité, considérablement plus complexe qu'il ne l'avait imaginé au départ. La véritable révélation survint un samedi matin, lors de la première bataille, après qu'Amaury eut sérieusement commencé ses études sur la compassion. C'était un conflit mineur, une escarmouche frontalière avec une tribu qui avait attaqué des villages voisins. Mais elle offrait l'occasion parfaite de vérifier si l'amour bienveillant universel fonctionnait dans des applications pratiques, ce qui se révéla être une expérience éducative sur la différence entre la théorie spirituelle et la réalité physique. Amaury avait passé toute la matinée précédant la bataille à méditer sur la compassion, suivant les instructions traditionnelles. D'abord, il cultiva l'amour bienveillant pour lui-même. Que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois libéré de la souffrance. Puis il l'étendit à ses compagnons d'armes, puis aux civils qu'il protégeait. Et puis, suivant les instructions à la lettre, il étendit sa bienveillance à les ennemis qu'il était sur le point d'affronter. « Que tous les êtres soient heureux », murmura-t-il en vérifiant ses armes. « Que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient libérés de la souffrance. » C'était une préparation spirituelle qui créait un état d'esprit intéressant pour le combat. La bataille commença comme la plupart des batailles, avec beaucoup de confusion, beaucoup de bruit et des gens qui tentaient de transpercer d'autres gens avec des objets pointus. Amaury se retrouva face à face avec un guerrier ennemi qui avait clairement un excellent entraînement et des intentions très spécifiques sur ce qu'il fallait faire avec la lance qu'il tenait. Et ce fut à cet instant précis qu'Amaury tenta d'appliquer la compassion pratique. « Que vous soyez heureux », pensa-t-il sincèrement en déviant une attaque qui lui aurait définitivement tranché la tête. Le guerrier ennemi, n'étant pas un praticien bouddhiste, répondit par une série d'attaques qui démontraient une habileté martiale considérable et un intérêt nul pour le bonheur universel. « Que vous soyez en paix », continua Amaury mentalement, bloquant un coup qui lui aurait ouvert la poitrine comme une lettre. La réponse fut une séquence de mouvements qui suggérait que son adversaire était, en fait, très en paix,
avec l'idée de transformer Amaury en statistique de bataille. « Que vous soyez libérés de la souffrance », termina Amaury le mantra traditionnel, tout en réalisant qu'appliquer la compassion pendant un combat mortel créait un conflit d'attention légèrement problématique, car tandis qu'une partie de son esprit souhaitait sincèrement le bien-être de son adversaire, une autre partie était occupée à calculer les angles d'attaque, la vitesse de réponse et la meilleure façon d'immobiliser quelqu'un qui ne partageait manifestement pas ses récents intérêts pour la compassion universelle. Le résultat fut confus. Amaury découvrit qu'il était possible de ressentir un amour bienveillant sincère pour quelqu'un tout en essayant simultanément de l'empêcher de vous couper en morceaux. Mais c'était une expérience cognitivement épuisante qui exigeait un type de multitâche mentale pour lequel aucun manuel militaire ne l'avait préparé. Que c'est intéressant, pensa-t-il en parant une autre attaque. J'espère vraiment que cet homme est heureux, mais j'espère aussi vraiment qu'il arrête d'essayer de me tuer. C'était une combinaison de sentiments qui n'apparaissait dans aucun texte sur la compassion qu'il avait lu. La situation devint encore plus compliquée quand Amaury réalisa qu'il avait du mal à achever le combat. Non pas par incompétence technique, ses compétences militaires fonctionnaient parfaitement, mais parce qu'à chaque fois qu'il avait une ouverture pour incapaciter décisivement son adversaire, une partie de son esprit protestait « Mais je viens de lui souhaiter le bonheur ». Que tous les êtres soient libérés de la souffrance était devenu un mantra légèrement ironique quand vous essayez de causer suffisamment de souffrance pour neutraliser une menace active. Le combat se termina lorsque son adversaire trébucha sur une pierre et tomba, permettant à Amaury de le désarmer sans lui causer de blessures permanentes. Ce ne fut pas exactement une victoire militaire glorieuse, mais ce fut une solution qui préserva à la fois sa vie et ses nouveaux principes spirituels. Plus ou moins. « Amaury !» s'écria Gauthier en courant vers lui une fois l'escarmouche terminée. « Comment s'est passée l'application de votre nouvelle philosophie en bataille réelle ?» Amaury s'assit lourdement sur une pierre, digérant l'expérience. « C'était instructif, dit-il lentement. Instructif. Oh, comment ? J'ai appris qu'il est possible de ressentir de la bienveillance envers quelqu'un pendant qu'il essaie de vous tuer. Mais c'est cognitivement difficile. Et cela a-t-il fonctionné ? Définissez fonctionner. Vous avez survécu et il a survécu. Ça compte ? Ça compte comme un succès partiel, mais je ne suis pas sûr que ce soit dû à la compassion ou malgré la compassion. » Gauthier le regarda avec l'expression de quelqu'un qui tentait de comprendre un concept entièrement nouveau. « Alors, vous avez vraiment réussi à aimer votre ennemi tout en le combattant ? J'ai réussi à lui souhaiter sincèrement d'être heureux, dit Amaury. Seulement, de préférence heureux, loin de moi, et sans armes. C'est de la compassion ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est le plus près que j'ai pu atteindre de l'amour universel pendant que quelqu'un essayait de transformer ma tête en décoration pour sa lance. C'était un début petit, mais confus pour l'application pratique de la compassion universelle dans des contextes de combat. Gauthier, dit Amaury finalement, je crois que j'ai découvert que la compassion pendant la bataille est plus compliquée que les textes ne le suggèrent. Plus compliquée comment ? Plus compliqué dans le sens où, apparemment, personne n'ayant écrit sur la compassion universelle n'a jamais tenté de l'appliquer en esquivant des objets pointus. C'était une observation qui allait influencer significativement ses futures expériences avec la compassion militaire. Après sa première expérience confuse d'application de la compassion pendant un combat réel, Amaury décida que la solution évidente était une rationalisation créative avancée. Si l'amour bienveillant universel semblait incompatible avec le fait de transpercer des gens, peut-être pouvait-il recontextualiser le fait de transpercer des gens comme une expression d'amour bienveillant universel. C'était une logique qui fonctionnait parfaitement, en théorie. « Vénérable frère Bernard », dit-il lors de la prochaine séance de conseil spirituel, « j'ai une question sur la compassion appliquée. » Bien sûr, mon fils. Si je transperce un ennemi pour protéger des civils innocents,
Cela peut-il être considéré comme un acte de bienveillance ? Le moine s'arrêta, en train d'organiser ses textes, ne s'attendant clairement pas à des questions de philosophie morale militaire aussi spécifiques. Comment cela ? Eh bien, si je permets à des ennemis de tuer des innocents parce que je pratique la non-violence, cela ne serait-il pas un manque de compassion envers les innocents ? C'est une perspective intéressante. Alors la violence pour protéger des personnes vulnérables peut être une expression de compassion. Eh bien, le Christ a enseigné sur les moyens habiles. Exactement. Alors, si j'utilise une violence habile pour prévenir une violence plus grande, suis-je en fait en train de maximiser la compassion universelle ? Le vénérable frère Bernard le regarda avec l'expression de quelqu'un qui soupçonnait être entraîné dans une direction philosophiquement discutable. La question est plus complexe que cela. Mais théoriquement, si ma violence résulte en moins de souffrance totale, cela serait-il mathématiquement compatissant ? Mon fils, la compassion n'est pas des mathématiques. Mais si c'était des mathématiques, transpercer un agresseur pour sauver 3 innocents serait une somme positive de bien-être universel ? C'était le genre de logique qui semblait convaincante jusqu'à ce que vous tentiez de l'expliquer à voix haute. Amaury décida de tester sa théorie de la violence compatissante lors de la prochaine bataille. C'était un conflit plus important cette fois-ci, une incursion organisée qui menaçait plusieurs villages civils. Parfait pour appliquer sa nouvelle philosophie de protection par la force bienveillante. Il passa la matinée à se préparer spirituellement, reformulant sa mission militaire en termes compatissants. Il n'allait pas se battre pour vaincre des ennemis, il allait se battre pour protéger des innocents. Il n'allait pas causer de violence, il allait prévenir une violence plus grande. Il n'allait pas transpercer des gens par colère ou haine, il allait transpercer des gens par amour universel envers les vulnérables. C'était une recontextualisation qui transformait la guerre en mission humanitaire armée. Que tous les êtres soient protégés, murmura-t-il en aiguisant sa lance. Surtout les êtres que je protège des autres êtres. La bataille commença et Amaury appliqua sa nouvelle philosophie avec un enthousiasme discutable. Chaque coup était offert comme une expression d'amour pour les civils qu'il défendait. Chaque mouvement offensif était recontextualisé comme un acte de compassion préventive. Par amour des innocents, pensa-t-il en attaquant un guerrier ennemi. Pour protéger les vulnérables, réfléchit-il en désarmant un autre adversaire avec une force considérable. Compassion par l'action décisive, contempla-t-il en neutralisant une troisième menace. C'était spirituellement créatif, mais pratiquement légèrement perturbant. Amaury, dit Gauthier après la bataille, le voyant essuyer le sang de sa lance tout en murmurant des mantras sur le bien-être universel. Vous, allez, bien ? Je vais très bien, j'ai pratiqué la compassion appliquée toute la journée. Une compassion qui impliquait pas mal de gens transpercés, des transpercements compatissants pour protéger des innocents. Gauthier le regarda avec une inquiétude croissante. Vous savez comment ça sonne, n'est-ce pas ? Ça sonne comme une application pratique de la compassion dans un contexte de protection sociale. Ça sonne comme si vous utilisiez la philosophie chrétienne et pour justifier aimer la bataille. Amaury arrêta de nettoyer sa lance. Je n'aime pas la bataille. Vous souriez pendant le combat. Je souriais et vous fredonniez. Je fredonnais des mantras sur la compassion universelle. Vous fredonniez en terrassant des gens. C'était une observation qui força Amaury à reconsidérer si son application de la violence compatissante fonctionnait comme prévu. Gauthier, dit-il lentement, peut-être que je suis en train de compliquer trop les choses. Compliquer comment ? Peut-être que j'essaie de transformer la guerre en pratique spirituelle au lieu de accepter que la guerre et la pratique spirituelle sont des choses différentes. Et c'est problématique. C'est problématique si j'utilise la compassion pour me sentir mieux en faisant des choses qui contredisent la compassion. Gauthier réfléchit à cela. Alors vous utilisiez la compassion pour justifier la non-compassion.
J'utilisais des concepts de protection compatissante pour éviter de faire face au fait que, peut-être, j'aime être bon à la guerre. C'était un aveu inconfortable qui révélait des couches d'autotromperie qu'Amaury n'avait pas perçues. Et c'est différent de la pratique spirituelle authentique. Comment ? La pratique spirituelle authentique impliquerait probablement l'honnêteté quant à mes motivations réelles au lieu de redéfinir la violence comme de la non-violence. Alors, qu'allez-vous faire ? Amaury regarda sa lance, puis le champ de bataille où il avait pratiqué la compassion en transperçant plusieurs personnes, puis le texte sur la compassion qui était taché de preuve de son application créative. Peut-être, dit-il, devrais-je cesser d'essayer de faire en sorte que la compassion se conforme à la guerre et commencer à découvrir si la guerre peut se conformer à la compassion. Quelle est la différence ? L'honnêteté sur les contradictions au lieu de la rationalisation créative sur les contradictions. C'était une petite mais significative perspicacité sur la différence entre adapter les enseignements spirituels pour justifier un comportement et adapter un comportement pour refléter les enseignements spirituels. Après avoir découvert que l'amour bienveillant absolu pendant le combat pouvait être techniquement fatal, Amaury décida d'adopter une approche plus pragmatique. Appliquer l'amour bienveillant de manière sélective, en fonction des moments opportuns. S'il ne pouvait pas aimer ses ennemis pendant qu'ils essayaient activement de le tuer, peut-être pouvait-il les aimer dans les intervalles entre les tentatives d'homicide. C'était une solution créative qui n'avait qu'un petit problème, les batailles n'ont pas beaucoup d'intervalles contemplatifs. Gauthier, annonça-t-il un lundi matin, aujourd'hui, je vais expérimenter l'amour bienveillant, stratégiquement programmé. Comment ça, stratégiquement programmé ? L'amour bienveillant pendant les moments sûrs, la compétence militaire pendant les moments dangereux. Et comment allez-vous alterner entre les deux ? Je suis encore en train de développer les détails techniques. C'était un plan qui révélait un optimisme impressionnant quant à la possibilité de contrôler les états émotionnels pendant des situations de vie ou de mort. La prochaine occasion de test survint lors d'une patrouille frontalière où ils rencontrèrent un petit groupe de brigands attaquant une caravane de marchands. Situation parfaite pour appliquer l'amour bienveillant programmé. Il y avait des civils à protéger, des ennemis à aimer et vraisemblablement quelques pauses tactiques pour les transitions émotionnelles. Amaury aborda la situation avec une planification minutieuse. Pendant l'approche, il cultiva un amour sincère pour les brigands. Vous êtes des êtres humains égarés qui ont probablement eu des enfances difficiles et fait des choix discutables en raison de circonstances indépendantes de votre volonté. Pendant le combat initial, il passa à la compétence militaire. Désolé, je dois vous neutraliser temporairement pour protéger des innocents. Pendant une pause, lorsque les brigands reculèrent pour se regrouper, il revint à l'amour bienveillant. J'espère sincèrement que vous envisagerez des changements de carrière après cette expérience éducative. C'était un système qui fonctionnait, en théorie. En pratique, alterner entre les états émotionnels pendant le combat se révéla logistiquement compliqué. Que vous soyez heureux, pensa Amaury en bloquant un coup de hache. 2 secondes plus tard, mais pas heureux dans le sens de me couper en morceaux. 3 secondes plus tard, en fait, je souhaite sincèrement votre bien-être à long terme. 2 secondes plus tard, juste pas exactement maintenant pendant que vous essayez de m'enlever la tête. C'était une conversation interne qui nécessitait un multitâche émotionnel pour lequel aucun entraînement ne l'avait préparé. Le moment le plus instructif survint quand Amaury réussit à désarmer un des brigands sans lui causer de blessures graves. Une victoire parfaite pour ses nouveaux principes. Protection efficace, combinée à des dommages minimaux. Vous voyez, dit-il au brigand désarmé, nous pouvons résoudre cela sans violence inutile. Vous allez bien ? Vous avez besoin d'eau ? Vous avez de la famille qui vous attend à la maison ? Le brigand le regarda avec l'expression de quelqu'un qui n'était pas préparé à une thérapie émotionnelle pendant un assaut. « Quel genre de soldat êtes-vous » demanda le brigand, confus. « Un soldat pratiquant l'amour bienveillant universel » expliqua Amaury. «
J'ai peut-être vous ai neutralisé temporairement, mais je veux que vous sachiez que cela vient d'un endroit de compassion sincère pour les marchands, que vous étiez en train de redistribuer des ressources sans permission. Vous êtes en train de me sermonner? J'offre une perspective sur la façon dont vos choix de carrière affectent d'autres êtres conscients. Pendant une bataille, pendant une pause dans la bataille, c'est différent. Le brigand réfléchit à cela. Vous êtes le soldat le plus étrange que j'ai jamais rencontré. Merci. C'est le résultat d'essayer d'intégrer le développement spirituel au devoir militaire. Et ça fonctionne? Amaury regarda autour du champ de bataille où ses compagnons résolvaient la situation par des méthodes plus conventionnelles, tandis qu'il avait une conversation philosophique avec quelqu'un qui avait essayé de le tuer quelques minutes auparavant. « Je suis encore en train de raffiner le processus, » admit-il. « Puis-je suggérer, » dit le brigand diplomatiquement, « que peut-être vous compliquez trop les choses. » « Comment ça? Et bien soit vous vous battez, soit vous aimez. Essayer de faire les deux en même temps semble confus. » C'était une observation étonnamment perspicace de quelqu'un dont la profession était de voler des caravanes. « Mais les enseignements disent d'aimer tous les êtres, » expliqua Amaury. « Et les enseignements militaires disent de protéger des innocents, » répondit le brigand. « Peut-être devriez-vous choisir lequel suivre à chaque instant? Ce ne serait pas une contradiction spirituelle. C'est plus une contradiction spirituelle que d'essayer d'aimer quelqu'un tout en le combattant. » Amaury s'arrêta pour considérer cette question. Il était possible qu'un brigand vienne de lui offrir une sagesse pratique plus utile que tous les conseils monastiques qu'il avait reçus. « Vous suggérez, dit-il lentement, que l'amour bienveillant et la compétence militaire sont des activités séquentielles, pas simultanées. Je suggère qu'essayer de tout faire en même temps est en train de vous rendre fou. Intéressant. Et comment vous appliqueriez cette philosophie? Battez-vous quand vous devez vous battre. Aimez quand vous le pouvez. Arrêtez d'essayer de mélanger les deux. C'est de la sagesse pratique. C'est du bon sens de quelqu'un qui vous a observé faire une crise existentielle pendant un combat. C'était un type d'enseignement spirituel qu'Amaury ne s'était pas attendu à recevoir de sa victime d'amour bienveillant. Appliqué. Puis-je vous poser une question personnelle? Dit le brigand. Bien sûr. Vous avez toujours été comme ça ou la spiritualité vous a rendu bizarre? C'était une question qu'Amaury allait passer plusieurs nuits à contempler. La véritable crise survint un jeudi après-midi quand Amaury réalisa qu'il avait passé tellement de temps à essayer d'appliquer l'amour bienveillant de manière de plus en plus créative qu'il avait complètement perdu le contact avec l'amour bienveillant réel. La découverte vint lors d'une conversation avec le vénérable frère Bernard, lorsque le moine posa une question simple qui révéla des contradictions dévastatrices dans l'approche d'Amaury. « Mon fils, » dit le moine, « avez-vous ressenti la paix intérieure pendant vos tentatives d'appliquer l'amour bienveillant ?» Amaury arrêta d'organiser son équipement militaire. C'était une question que personne n'avait posée, y compris lui-même. La paix intérieure? Oui. L'amour bienveillant authentique devrait résulter en une tranquillité mentale et non en une anxiété quant à l'application technique correcte. Eh bien, j'ai ressenti plus de préoccupation quant à la bonne application de l'amour bienveillant. « Ah, » dit le moine, « et comment cela se ressent-il? Cela se ressent comme une tâche compliquée que je dois exécuter parfaitement. Et l'amour bienveillant devrait-il se ressentir comme une tâche? » C'était une question qui força Amaury à examiner son expérience intérieure honnêtement, pour la première fois en plusieurs semaines. « Non, » admit-il à contre-cœur, « cela devrait se ressentir comme, eh bien, de l'amour. Et avez-vous ressenti de l'amour? » J'ai ressenti l'obligation de ressentir de l'amour, et l'anxiété de savoir si je ressens suffisamment d'amour, et la frustration lorsque l'amour et le devoir militaire entrent en conflit. Mais l'amour réel? Amaury resta silencieux, assimilant la question. Quand avait-il ressenti pour la dernière fois un amour bienveillant, sincère, spontané, sans agenda ni objectif tactique? Honnêtement, dit-il lentement, je ne sais pas si j'ai ressenti de l'amour réel ou juste
une performance d'amour pour satisfaire des attentes spirituelles. C'était un aveu qui révélait à quel point sa quête d'application parfaite de l'amour bienveillant était devenue une obsession technique au lieu d'un développement émotionnel. « Mon fils », dit le vénérable frère Bernard gentiment, « peut-être essayez-vous de forcer l'amour au lieu de le cultiver. Quelle est la différence? L'amour forcé vient d'attentes sur la façon dont vous devriez ressentir. L'amour cultivé vient de la compréhension de l'interconnexion universelle. Et comment savoir lequel est lequel? L'amour forcé cause du stress, l'amour cultivé cause le bien-être. » Amaury considéra ses expériences récentes. Du stress? Absolument. Du bien-être? Pas vraiment. Alors j'ai forcé l'amour bienveillant au lieu de le développer sincèrement? Vous avez essayé d'appliquer l'amour bienveillant comme une technique militaire au lieu de ressentir l'amour bienveillant comme un état naturel. C'était une distinction qu'Amaury n'avait pas envisagée. Il avait traité l'amour bienveillant comme une compétence à maîtriser et non comme une qualité à développer. « Vénérable, dit-il, puis-je avouer quelque chose? Certainement. Quand j'essaie d'aimer mes ennemis pendant le combat, je ressens principalement de l'irritation envers moi-même de ne pas y parvenir correctement. Ah, et quand j'essaie d'appliquer la compassion universelle, je ressens principalement de la frustration face à la logistique impossible d'aimer des gens qui essaient de me tuer. Et cela produit plus de stress, plus d'autocritique, plus de sentiment d'échec spirituel, ce qui est exactement le contraire de ce que l'amour bienveillant devrait produire. Exactement. Alors je fais l'amour bienveillant de travers, vous faites l'amour bienveillant comme si c'était un devoir militaire, avec des attentes de performance, des mesures de résultats et de l'autocritique lorsque vous n'atteignez pas des standards impossibles. C'était une observation qui expliquait pourquoi toute son expérience avait été épuisante au lieu de nourrissante. Alors que devrais-je faire de différent? Peut-être cesser d'essayer d'appliquer l'amour bienveillant et commencer à ressentir l'amour bienveillant. Quelle est la différence pratique? L'application vient de l'effort. Le sentiment vient de la compréhension. La compréhension de quoi?